C'est donc si passionnant l'histoire. C'est la science par excellence qui nous enseigne le vrai gouvernement des hommes et du monde. Cicéron et la République à la dérive. Comment la liberté pourrait-elle être égale pour tous dans les États où les citoyens ne sont libres qu'en parole? Ils déposent en effet leur suffrage. Ils confient à ceci ou à cela les commandements militaires et les charges civiles. On les circonvient, on sollicite leur suffrage, mais ils accordent des choses qu'ils devraient donner, même contre leur gré, et des choses qu'ils ne possèdent pas eux-mêmes, alors que d'autres viennent les leur demander. La politique s'accommode assez bien des tempéraments mélancoliques, c'était en tout cas celui de Cicéron. Avec son frère cadet, Quintus, il s'était préparé à obtenir et à exercer les charges publiques par une longue formation culturelle et morale. Cicéron écrivait ainsi à Quintus, « C'est une belle chose que d'exercer le pouvoir, de telle sorte que ni une statue, ni une peinture, ni un esclave, ni la beauté de quiconque ne vous est détourné de la plus rigoureuse intégrité et de la plus grande retenue. » Intégrité, retenue. Mais voilà, les deux frères avaient le sentiment d'arriver trop tard. La corruption avait gagné le groupe dirigeant et les institutions s'en trouvaient rongées. Ceux qui n'avaient rien ou si peu contestaient ceux qui avaient beaucoup et en abusaient trop. Les bases sociales de la République chancelaient, les démagogues et les apprentis dictateurs rêvaient de renverser la table. La violence était devenue le moyen le plus commode de régler les conflits. Or, rien ne faisait plus peur à Cicéron qui répétait « Il est autrement facile de déclencher les incendies que de les éteindre ». Ce discours constamment tenu peut évidemment être déconstruit, ne serait-ce qu'en le confrontant au comportement réel de Cicéron, souvent commandé par l'opportunisme, parfois par la couardise. Néanmoins, dans les derniers moments, son frère, comme lui, tinrent bon. À quoi bon vivre si c'est sous la tyrannie ? La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. En compagnie de François Prost, bonjour. Bonjour. Les dernières années de la République romaine sont très bien documenté. Cicéron, c'est un personnage extrêmement documenté. 58 discours conservés, je ne me trompe pas. Plus de 900 lettres, et certaines ont la taille d'un discours. Vous allez quand même apporter un point de vue original, parce que vous allez nous faire cheminer en compagnie de Marcus, l'aîné, et du cadet de 3-4 ans, Quintus, dont vous publiez la correspondance qu'il y a eu entre les deux. Enfin, il y a eu 2 lettres. Non, il y a eu plus de lettres, mais je publie les 2 premières de cette correspondance. Qui ont des tailles volumineuses. La première en particulier, la plus longue de la correspondance conservée. Et puis vous publiez le manuel de campagne électorale que Quintus, jusqu'à plus ample informé, a rédigé pour son frère aîné. Et comme il n'est de bon bec à Rome que des belles lettres, vous publiez tout cela. Belles lettres. Alors, je parlais dans le chapeau de formation intellectuelle et morale. Voilà 2 frères qui sont du milieu des chevaliers, qui montent à Rome. Ils viennent d'une ville à une centaine de kilomètres au sud-est de Rome. Et ils imaginent que s'ils acquièrent une certaine formation intellectuelle et morale, ils vont, en adoptant le type de comportement des sénateurs, devenir eux-mêmes des aristocrates. C'est ça. Cette promotion sociale se fait par le biais de l'accession aux magistratures, aux charges publiques. Et pour des personnes comme eux qui ne sont pas forts d'une longue tradition familiale de participation aux affaires publiques, la voie qui s'ouvre peut être celle de la formation intellectuelle qui permet notamment l'activité d'avocat et d'orateur sur la scène publique. Et très tôt, il se trouve que Quintus et Marcus, les 2 frères, ont reçu ce qu'il y avait de meilleur comme formation intellectuelle. Une formation à la grecque ? Alors, où l'enseignement du grec et de la littérature des œuvres grecques joue un rôle absolument prépondérant. Très tôt, ces personnes se trouvent parfaitement bilingues. Et
Pour Cicéron en particulier, ce sera une ligne constante dans toute sa vie intellectuelle. La formation intellectuelle fournit une sorte de colonne vertébrale d'éthique, notamment bien sûr par la connaissance de la philosophie grecque, afin d'être armé pour exercer au mieux et dans le respect de la tradition les fonctions qui permettent de faire marcher la machine de l'État romain. Et c'est par ce jeu que l'on s'intègre à Rome à l'aristocratie. Alors Quintus, le frère cadet, va parcourir la voie militaire avec plus de bonheur que Marcus, l'aîné, qui déteste tout ce qui concerne le service militaire et la guerre, et qui va choisir le métier d'avocat. Tout à fait. Alors l'avocat, c'est une fonction gratuite, et on l'exerce devant qui ? Alors, on l'exerce devant les tribunaux, ouais. Mais c'est effectivement quelque chose qui a peu à voir avec le métier d'avocat contemporain. D'abord, ça n'est pas un métier, on n'est pas payé pour être avocat. C'est une fonction qu'on exerce dans le cadre d'une société qui est très pyramidale, très hiérarchisée, où ce qu'on appelle un patronus, le terme qui veut dire l'avocat, rend service, prend sous sa protection un nombre qui peut être très important de subordonnés qui vont former sa clientèle, ce terme n'ayant pas la valeur économique d'aujourd'hui. Et dans les cas les plus importants, on plaide devant le Sénat. Alors, on intervient devant le Sénat, mais les tribunaux ont leur propre organisation et l'avocat n'intervient pas donc pour être payé, mais pour acquérir des clients qui vont rester ensuite, dans un fonctionnement normal du système, ses subordonnés et ses protégés, et qui vont assister, soutenir son parcours politique. Donc c'est du donnant-donnant. Devant qui le procès de Sextus Roscius, dont on va entendre un écho dans un instant, c'est devant qui ? C'est devant un jury présidé par un juge. Alors Sextus Roscius, il est accusé d'avoir assassiné son père. En fait, cette accusation, c'est le résultat d'une machination d'un affranchi grec du nom de Chrysogonus, qui a fait mettre aux enchères les biens de Sextus Roscius pour les acquérir à vil prix. Et puis, et ça complique les choses, Chrysogonus, c'est un favori de Sylla. Sylla, l'ancien dictateur qui a restitué au monde sénatorial, c'est le dernier bon dictateur d'une certaine manière, ses privilèges. Cicéron. Chrysogonus a volé des terres et veut que le propriétaire soit tué. Magnus, son homme de main, prospère grâce à ce crime. Et Capiton est riche de 3 fermes de plus en prenant l'apparence d'un homme honorable, mais en trahissant la confiance que toute une ville avait mise en lui. Cui bono? Honorable juge, résistez à cette corruption. Nous en tirerons tous un bénéfice. Dans quelle Rome avons-nous envie de vivre? Une ville où un ancien esclave, un grec, peut prendre ce qui lui fait envie, dérober à l'homme qu'il a choisi ses biens les plus précieux? Il lui a déjà dérobé son patrimoine, mais à présent il demande sa mort. Et ensuite, va-t-il s'en contenter? Non. Il voudra la maison d'un autre homme. Il voudra sa mort aussi, pour pouvoir garder sa terre, et ensuite un autre, et encore un autre. Davantage de terre, davantage d'or, davantage de mort. Serez-vous en sécurité? Un docu-fiction britannique de Dave Stewart. Au fond, si on entend bien Cicéron, il dit à la classe dirigeante qu'il vient de rejoindre avec son frère, c'est votre intérêt de ne pas être corrompu, parce que si la corruption s'étend, ça justifiera le pouvoir des nouveaux venus. Oui, absolument. Cicéron est
globalement ce qu'on appellerait un conservateur. Ça n'est pas du tout un révolutionnaire, hein. Mais son conservatisme se veut profondément un moyen de défendre les institutions traditionnelles, au premier chef contre les dérives de ceux qui sont détenteurs du pouvoir et qui, d'après lui et à juste titre, entraînent la République à sa perte. Donc il y a chez lui un appel constant à une réforme, qui est profondément une réforme morale, de la classe dirigeante, en faisant appel à ce qu'il considère comme leur intérêt commun. On se souvient du grand procès de Verrès, qui avait gouverné de manière particulièrement corrompue la Sicile, et de l'assolement triennal, enfin, le mot est anachronique, mais qu'il y avait installé, une année pour remplir ses caisses, disait Cicéron, une année pour payer ses défenseurs, une année pour corrompre les juges. Alors, c'est Verrès lui-même qui présentait ainsi... Ah oui, il le disait même. Enfin, selon la tradition, ouais. Qui expliquait comment il avait organisé ces 3 années de pillage systématique. Membre du Sénat, questeur en Sicile, justement. En général, il n'abuse pas, semble-t-il, des privilèges qui auraient pu être ceux d'un haut responsable romain. Cicéron veut parvenir au consulat quand son âge le lui permet. Et Quintus, le voici revenu, son cadet, écrit, on l'attribue traditionnellement, ce texte à Quintus, un manuel à l'usage du candidat au consulat. Chaque jour, en descendant du forum, tu dois te poser ces questions. Qui es-tu? À quoi es-tu candidat? Et de quelle cité s'agit-il? François Prost. Alors, je commenterai ces 3 points en commençant par le dernier, parce qu'il est très peu développé dans le texte. Quelle cité? C'est la cité de Rome, ce qui donne lieu à un tableau assez convenu de la corruption, de la vie politique, des traquenards qui guettent le candidat, des dangers auxquels s'expose sa personne et sa démarche. Le premier point, qui es-tu, conduit à l'identification du candidat comme ce qu'on appelle à Rome un homme nouveau, c'est-à-dire quelqu'un qui appartient à une famille qui traditionnellement ne participe pas à la vie politique au plus haut niveau national. Et cela induit donc un positionnement très particulier, puisqu'il s'agit de s'imposer dans un milieu politique où on n'a pas une place qui était déjà toute faite. Mais il faut insister sur ce caractère et faire cortège des qualités que cela permet de développer. Puis alors la deuxième question, à quoi es-tu candidat? Alors, au consulat, c'est la réponse. Oui. Ce qui permet d'écarter tout de suite une interprétation totalement fausse du manuel qu'on trouve parfois, selon laquelle le candidat auquel s'adresse ce texte serait un débutant. Il n'est pas débutant, le consulat c'est le couronnement de la carrière politique. Donc c'est quelqu'un qui a déjà une forte expérience, en particulier des campagnes, mais la campagne pour le consulat est la plus importante et suppose une préparation particulièrement solide. Ce que j'aime bien, c'est dans les recommandations de Quintus, celle-ci. Tu simules, bien sûr, mais ta simulation, elle va être productive. Elle va être productive de résultats, et puis elle va peut-être être productive de véritables amitiés, enfin productive de vérité en tout cas. Voilà. Alors, il y a un point de vue pragmatique, évident, qui est que lorsqu'on est candidat, il faut une certaine souplesse, il faut adopter certaines attitudes que l'on n'a pas forcément spontanément, d'ordre, disons, peu démagogique. Bien. Mais ce qui est particulier à Rome et ce qu'exprime très bien ce texte, c'est que la politique est quelque chose d'intensément personnel. Et le conseil que donne l'auteur du manuel à cet homme nouveau, c'est précisément de jouer cette carte personnelle auprès de l'électorat le plus large pour développer son réseau,
sous la forme de ce qui à Rome s'appelle l'amitié. Et cette amitié n'est pas qu'un autre nom à ce qu'on appellerait nous le soutien politique, l'adhésion. À Rome, il s'agit vraiment de tisser un lien personnel entre soi-même, le politique, et les électeurs, qui est un lien de réciprocité. Le candidat va compter sur le soutien de ses électeurs en échange de l'appui qu'il pourra leur apporter. Et cela suppose un engagement de toute la personne qui fait que c'est véritablement une forme d'amitié fondée sur, dans le meilleur des cas bien sûr, le respect, l'admiration. La candidature anticipe une façon d'être plus qu'elle ne propose un programme, et la façon d'être de Cicéron va être appréciée. Il va réussir à conjurer le danger de Catilina, un aristocrate démagogue qui, échouant aux élections, voulait renverser militairement le régime. Cicéron en tirera une grande gloire. Sauf que, et ça va être une accusation rampante, la roche tarpéienne est près du Capitole, qu'on retrouvera dans la deuxième partie de l'émission, il fera exécuter 5 conjurés, citoyens romains, sans vraiment l'accord des tribunaux, et il suffit parfois d'une braise pour allumer un incendie, et un incendie, c'est souvent impossible à éteindre, puisque on parle d'époque tardo-républicaine, républicaine tardive, c'est le vocabulaire. Voici une chanson de la fin. La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun. Avec François Prost, qui publie non seulement le manuel de campagne électorale de Quintus, dédié à Marcus Cicéron, mais 2 lettres importantes de Marcus à Quintus, tout ça aux éditions Les Belles Lettres. Et oui, le feu a pris à la République aristocratique classique de Rome, et les 2 frères vont se retrouver devant des objets politiques non identifiés. Premier triumvirat, Pompée, César, Crassus. Affrontement de César et de Pompée, victoire de César, et Marcus Cicéron va se retrouver, notamment parce qu'il est accusé d'avoir exécuté sans jugement populaire les conjurés de Catilina, en grande difficulté, et à un moment même en exil. Alors, pour quelqu'un pour qui la ville, c'est comme une histoire d'amour, l'exil, c'est insupportable. L'exil, c'est la mort, en fait. C'est la destruction de tout ce qu'on est, et Cicéron vit cette expérience sur un mode totalement tragique, dont témoigne sa correspondance pour cette période. Vous comparez ça au chagrin amoureux? Oh, je pense que c'est même plus profond, en fait. Alors, il parle de suicide. Oui, mais c'est vraiment le sentiment d'une dissolution de tout son être, qui est emporté par cette débâcle. Bon, ça dure 1 an, Salonique, Durazzo, il revient, mais dans le conflit entre César et Pompée, il hésite, alors que sa loyauté devrait l'amener à Pompée, et là, de nouveau, il s'éloigne. Quand César revint, César met du temps à le faire revenir. Alors là, ce sont des périodes assez longues de retraite. Alors, la retraite, pour un homme qui a l'engagement politique chevillé au corps, peut être productive? Alors, la retraite est d'abord pour Cicéron, après la guerre civile, un aveu, un constat donc d'échec. C'est quelque chose de négatif, c'est une retraite à laquelle il est condamné par le fait de ne plus pouvoir occuper le devant de la scène politique, ni même jouer un rôle prééminent. Mais la réaction de Cicéron est celle d'un homme qui ne peut pas s'empêcher, dans le meilleur sens du terme, de participer à la vie de sa cité, et qui fera le choix tout à fait remarquable et très riche de conséquences pour la postérité, d'œuvrer pour ses concitoyens en développant une œuvre intellectuelle, philosophique en particulier, de tout premier ordre, d'une très grande ampleur. Où il transfère le savoir des philosophes grecs dans le monde romain? D'une certaine façon, c'est cela. Il dote Rome d'une littérature philosophique du meilleur niveau,
Et qui parle de choses politiques. Alors, des Republica, des Légibus. Alors, ces livres sont antérieurs à la retraite des Républicains, les Légibus, mais l'ensemble couvre tous les champs de la philosophie ancienne. Mais il est vrai que l'intérêt fondamental de Cicéron est de doter ses compatriotes d'une formation intellectuelle, de l'ordre de celle qu'il avait lui-même reçue, qui leur fournira toute l'armature morale en particulier, intellectuelle et morale, devant permettre, en ce moment de retraite, de ménager les conditions d'une renaissance de la République. Allez, j'ose encore un mot latin, humanitas. Alors, c'est un concept qui n'a pas été inventé par Cicéron, mais auquel Cicéron a donné une inflexion très importante et absolument capitale dans l'histoire européenne, en y fondant en quelque sorte ce que la tradition grecque avait distingué, d'une part le concept de paideia, c'est-à-dire la formation intellectuelle, le savoir, ce qu'on retrouve dans les humanités, ensuite, en français, et la philanthropia, l'amour des hommes, le sens des valeurs humaines, ce qui correspond à l'humanité comme vertu. Et pour Cicéron, les deux se fondent ensemble, fonctionnent en cercle en quelque sorte, puisque c'est la formation intellectuelle qui donne le sens des valeurs morales, qui s'enracine dans une culture dont, je voudrais insister sur ce point, elle est d'abord une culture d'emprunt, c'est-à-dire que c'est la culture grecque que les Romains adoptent. Sauf que à certains moments, les difficultés sont trop grandes. Nous sommes en 45 avant notre ère. La situation politique n'est certes pas favorable. À Cicéron, c'est la dictature de César. Il doit s'adapter avec grande difficulté. Il perd sa fille. Lettre à Atticus. Atticus avec Quintus, ça forme une sorte de triangle. C'est fondamental pour Cicéron. Cicéron qui est ici interprété pour la radio par Michel Bouquet en personne. La République est perdue. Ma fille au moins me restait. J'avais où me retirer et me reposer. Le charme de son entretien me faisait oublier tous mes soucis et mes chagrins. Mais l'affreuse blessure de sa mort a rouvert toutes celles que je croyais fermées. Autrefois, je me réfugiais dans ma famille pour oublier les malheurs de l'État. Mais aujourd'hui, l'État m'offre-t-il un remède pour oublier les malheurs de ma famille? Je suis obligé de fuir à la fois ma maison et le forum, car ma maison ne me console plus des peines que me cause la République. Et la République ne peut pas remplir le vide que je trouve dans ma maison. Oui, mais l'année d'après, César, assassiné par l'ami de Cicéron, Brutus, Cicéron, on peut le dire, jubile. Et Antoine, dont il est devenu l'ennemi mortel, s'étant éloigné d'Italie, il pense pouvoir faire revenir à sa façon Octave, Cicéron, de nouveau, sans mandat, pourtant, et le chef du Sénat, il donne une légitimité à Octave, mais quand Octave revient, c'est pour éloigner Brutus, pour faire alliance avec Antoine. Enfin bref, Cicéron est pris dans un piège mortel. Il va être tué en décembre 43 avant notre ère par une bande qui, dit-on, agissait au nom d'Antoine. Toujours Michel Bouquet. Déposez ma litière avant qu'ils aient sauté de cheval. Allons, fuyez. Vous êtes jeunes, vous. Adieu, mes enfants. Adieu, maître. En voici un qui s'avance. Pauvre brute. Oh, je suis encore assez fort pour mettre ma tête à la portière et pour te regarder en face, misérable mercenaire. Et puis, pour présenter la nuque, sans trembler. Frappe! Frappe donc, malheureux! Et les copains! La tête de Cicéron! D'un seul coup, d'un seul! Et les mains? Tu les oublies? En ordre aussi. Voilà! Et pas les deux, idiot!
On va se faire engueuler. Antoine avait dit celle qui écrivait, la droite. Oh, tant pis. Et puis, il était peut-être gaucher. Allez, ouvre le sec. Allez, en selle. Au moins, d'après ce récit, les esclaves n'ont pas abandonné Marcus. D'après des récits de la mort parallèle de Quintus, ce seraient ses esclaves à lui, Quintus, qui l'auraient livré, ainsi que son fils. Le père aurait été torturé devant le fils, à moins que le fils n'ait été torturé devant le père. Mais d'ailleurs, dans tous ces récits de mort, où est la vérité ? Et où est le modèle rhétorique ? Alors, la vérité, on ne sait pas où elle est. Ce que l'on sait de façon certaine, c'est le fait brut de la mort de l'un et l'autre frère, hein, et donc du fils de Quintus également. Le reste est, selon toute vraisemblance, le produit d'élaboration rhétorique dans le cadre des écoles de rhétorique de l'époque qui a suivi immédiatement la fin de la République, qui ont pris les frères Cicéron comme des sujets d'exercice. Et c'est intéressant à ce titre, vous voyez que la mort de Cicéron serve d'exercice dramatique à notre époque, finalement, comme à l'Empire, ces morts servaient d'exercice de composition rhétorique où tous les détails, les personnages annexes... Il s'agissait d'accabler ce pauvre Antoine ? Alors, parce que c'est sur lui que repose la responsabilité de la mort, dit-on généralement. Largement, oui. Il y a une volonté de constituer Cicéron et son frère en martyrs de la République. Mais alors c'est sous Octave ou sous l'Empire installé sur le modèle d'Octave, Auguste, que Cicéron va être magnifié comme si ses leçons infusaient lentement ? L'Empire, le Haut-Empire a une attitude ambiguë à l'égard de Cicéron, partagée entre une forme de rejet, c'est un opportuniste, c'est un peureux. Voilà, de critique de sa personne, aussi du modèle culturel, littéraire, rhétorique qu'il représente, parce que le goût a changé. Néanmoins, et cela dès l'époque d'Auguste, il y a une volonté de ce que l'on pourrait appeler peut-être de récupération, ce qui fait que par exemple le fils de Cicéron, Marcus, a été nommé par Octave, son co-consul en 30, au lendemain de la grande victoire d'Octave sur Antoine. Au moins a-t-il bien fait de ne pas suivre l'exemple de son cousin qui a été assassiné avec Quintus, encore que il faut peut-être mieux mourir que de survivre sous la tyrannie. Merci à vous, votre manuel de campagne électorale, les lettres Quintus Marcus aux éditions des Belles Lettres. L'émission a été préparée par Franck Olivard, à la technique Michel Béziquian et à la réalisation Valérie Estaraï.